Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une journaliste et essayiste, multitalent et multiplateforme. Toutes les semaines, on peut lire ses éditos dans l'hebdomadaire Marianne, dont elle est la directrice de la rédaction. On peut la voir tous les samedis sur France 5 dans C'est l'Hebdo et on peut l'entendre tous les samedis aussi sur France Inter dans le grand face-à-face de France Inter. Et on peut également la voir et l'entendre sur BFM de temps en temps face à Duhamel, face à Alain Duhamel. Vous l'avez sans doute reconnue. Elle est partout, elle est également chez nous. Natacha Polony est notre invitée. Bonjour Natacha. Bonjour. Polony, chère consoeur. Merci pour cette invitation. Comment allez-vous ? Écoutez... En cette rentrée, qui est passée déjà, c'était en septembre, mais chargée pour vous, sur beaucoup de plateformes, comme je le disais, beaucoup de médias et beaucoup d'actu. Disons que j'ai toujours exercé mon métier sur dans plusieurs médias. C'est peut-être par claustrophobie. Ah, par claustrophobie, intéressant. Je suis toujours partie du principe qu'il fallait être dans plusieurs endroits, avoir même plusieurs métiers. J'ai enseigné pendant longtemps en parallèle. Ça permet de pouvoir claquer la porte quand on estime qu'on ne peut plus travailler comme on le voudrait. C'est un principe de liberté. Et là, vous n'êtes pas sur le point de claquer la porte. Non. C'est la liberté. C'est au cas où. J'ai oublié de mentionner aussi, parmi vos nombreuses activités, vous êtes également membre de l'Institut du goût. Oui, donc, votre goût pour beaucoup de choses. Exactement. Alors ça, si on peut en parler, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. J'ai repris, je me suis vue confier la présidence de l'Institut français du goût par celui qui l'a fondé, Jacques Puiset, qui était un philosophe du goût. Il était biologiste de formation et en 1974, il a fondé cet institut pour créer les premières classes du goût, c'est-à-dire il a eu l'intuition à ce moment-là que l'industrialisation de notre alimentation était en train de détruire ce qui fait ce que nous avons de plus intime, notre capacité à nommer nos sensations et à savoir ce que nous mangeons. Et il a inventé une pédagogie à destination des enseignants pour qu'ils puissent intégrer cette question de la sensorialité dans leur enseignement. Et donc l'Institut français du goût essaye de poursuivre ce travail-là. Alors c'est vrai que beaucoup connaissent votre conjoint, c'est peut-être pas anodin dans ce choix, et le vôtre et le leur. Oui, Perico Légas. Tout le monde le sait, Perico Légas qui est critique gastronomique à Marianne. C'est là que je l'ai rencontré. À l'époque, j'étais jeune pigiste et lui était le grand critique gastronomique de Marianne. Depuis, je suis devenue sa patronne. Mais à part ça, je lui dois énormément de ma formation, c'est-à-dire qu'il m'a fait rencontrer des gens que j'aurais sans doute jamais rencontrés sans cela. Moi, je venais évidemment d'un cursus universitaire, agrégation, DEA. Et grâce à lui, j'ai rencontré des paysans, des artisans, j'ai voyagé partout en France. Je connaissais bien la France déjà, mais grâce à lui, vraiment, j'ai vu ce que c'était que la chair et l'âme de ce pays. Les nourritures spirituelles et terrestres. Oui. Pensez à André Gide. Comment vous vous êtes rencontrés effectivement à Marianne et il vous a entraîné, je crois, assez rapidement dans les restaurants. Et surtout à la rencontre, des gens. À la rencontre des vignerons, à la rencontre des producteurs, des éleveurs. Et en fait, notre rencontre était une affaire déjà de vin et de gastronomie, puisque c'était ça nos discussions. Mais je pense que très rapidement, en fait, nous avons compris que ce que j'aimais dans la France, qui était sa littérature, son histoire, sa philosophie, toute cette culture, en fait, était intimement liée au patrimoine gastronomique, au patrimoine agricole de ce pays. En fait, j'ai retrouvé dans ce qui était sa spécialité à lui les raisons pour lesquelles j'aimais ce pays. Et en fait, nous défendons chacun à notre manière un héritage et une certaine idée de la France. Est-ce que vos goûts, puisque vous êtes ambassadrice, enfin membre de l'Institut du goût,
ont changé à son contact et de la même façon, vous-même, vous avez transmis d'autres goûts pour la littérature Alors, bien entendu que nous avons cheminé. Par exemple, c'est vrai que moi, j'étais d'une culture aussi extrêmement jacobine par on va dire, mon apprentissage politique. Moi, j'ai commencé auprès de Jean-Pierre Chevènement. Je me suis engagée pour lui, donc une vision très jacobine, parce que j'avais cette vision de l'idéal républicain. Mais c'était peut-être une dimension un peu abstraite de l'idéal républicain. Avec Perico, qui est basque et qui, ensuite, par sa culture, connaît absolument toute la diversité française, j'ai compris, au contraire, que la beauté de la France, c'est l'unité dans la diversité. Et donc, cette diversité des régions, qui est une diversité climatique, qui est du coup, les climats donnent une géographie différente, une architecture différente, une perception différente, et bien c'est ça qui fait la richesse de ce pays. Et donc, le principe, c'est de trouver, on va dire, quelque chose qui arrive à maintenir l'unité donc de la communauté nationale sans détruire cette diversité qui est la richesse de la France. Là, vous parlez de communauté. Ça me rappelle un terme que vous avez souligné dans le livre qui est juste à côté de vous, que vous avez écrit il y a quelques années, 2017, non, vous avez participé à un colloque dont vous faisiez partie donc avec Fabrice Adjadj et dont Paul Préau, chrétien français ou français chrétien. C'était dans le cadre de missions. Oui, c'était en fait un débat que nous avions eu, animé par Guillaume Roquette, qui était mission chrétienne, je crois, voilà. Ou en tout cas c'était dans une église, et vous parlez dans ce livre que j'ai lu de la communauté, parce que je rebondis sur ce terme-là, et de la communauté catholique, un terme que vous n'appréciez pas. Non. Voilà. Parlons de communauté, comme vous l'entendez, et puis aussi de souveraineté, puisque vous-même, on vous présente souvent comme une souverainiste. Oui, même si le terme, justement, mérite d'être explicité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Vous, l'ancienne prof de français qui maîtrisait parfaitement la langue française, expliquez-nous exactement. précisément. Je pense que les concepts politiques, il faut les expliquer. Ouais. Vous savez, j'avais écrit en 2017 un dictionnaire de concepts politiques, justement parce que je pense que les mots sont tordus et que si on ne se met pas d'accord au préalable sur ce qu'on entend par le mot république, le mot travail, le mot liberté, eh ben on ne peut pas débattre sereinement. Donc communauté, c'est un mot qui... Vous aviez gagné d'ailleurs le prix Richelieu, oui. Langue française. Parenthèse, la communauté, c'est un mot dont on abuse aujourd'hui. Ouais. J'entends en permanence ce mot. Si vous vous reportez il y a 20 ans, il y a 30 ans, jamais on n'aurait parlé de communauté catholique, communauté musulmane, communauté protestante, communauté noire. Voilà. C'est devenu une habitude et en fait c'est totalement importé des États-Unis qui n'ont pas la même façon d'organiser l'espace politique que nous. En République, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Pourquoi ? Parce que le principe républicain, qui est la laïcité, c'est l'idée que la puissance publique est là pour protéger les individus et garantir leur liberté de ne justement pas appartenir à une communauté du fait de leur naissance, du fait de leurs origines. C'est l'idée que l'on peut toujours s'affranchir de ce qu'on est, qu'on peut être différent de la majorité, mais qu'on doit surtout potentiellement être différent de sa différence, ne jamais être enfermé dans cette supposée différence. Or, cet idéal républicain qui organise notre espace politique est percuté actuellement par une vision communautariste qui est fondée sur l'organisation de l'espace politique à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire l'idée que c'est justement le libre jeu des individus et des communautés qui petit à petit permet de faire émerger le bien commun. Ce sont deux visions totalement différentes. Et je pense que nous ne réfléchissons pas assez à ce que change cette évolution, parce que pour ma part, j'ai tendance à penser que le principe républicain, le principe de laïcité, au sens véritable du terme, au sens originel justement de préservation de cet espace public dans lequel nous sommes des individus libres, c'est justement ce qu'il y a de plus moderne et de plus intéressant pour chacun d'entre nous. Ça n'empêche pas
chaque individu de se rapprocher de ceux qui lui ressemblent, avec lesquels il a quelque chose en commun. Mais ce n'est jamais un acquis, ce n'est jamais un enfermement, et ce n'est pas les supposées communautés, en tout cas les liens qui nous unissent, ne doivent pas pousser à ce que ces communautés agissent en tant que telles dans l'espace public et cherchent à influer sur la définition du bien commun au nom de ce qu'elles sont. Je pense que c'est la garantie que, justement, chacun d'entre nous pourra construire sa vie comme il l'entend et choisir ses adhésions. Ça, c'est pour la communauté. Et la souveraineté? La souveraineté, c'est l'autre nom de la démocratie, en fait. C'est-à-dire que la souveraineté nationale, c'est écrit comme cela dans la Constitution, c'est la démocratie, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que vous interrogez d'ailleurs dernièrement dans ce livre qui est au départ, à côté de vous. L'invention extraordinaire de 1789, c'est l'idée que nous ne sommes plus sujets, nous ne sommes plus soumis à un souverain. Nous allons pouvoir nous organiser entre individus autonomes, responsables, doués de libre arbitre. Et c'est ça qui est traduit par cet oxymore assez étonnant, la souveraineté du peuple. Le peuple souverain, c'est ça. Ça veut dire que nous formons une communauté politique et que nous allons décider ensemble, arbitrer et décider vers où nous voulons aller. Donc cette souveraineté du peuple, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, donc la démocratie, nécessite la souveraineté de la nation. Pourquoi? Parce que si la nation est soumise à des intérêts extérieurs et soumise à des décisions extérieures, le peuple ne peut pas décider de son destin. Donc la souveraineté nationale nécessite qu'on organise très concrètement cette souveraineté. C'est pour ça que ça peut être décliné dans énormément de domaines concrets, où tout simplement c'est un principe d'indépendance. Si vous ne pouvez pas vous alimenter comme vous l'entendez, si vous n'avez pas accès à l'alimentation de base, si vous n'avez pas accès à l'énergie aujourd'hui, vous n'êtes pas indépendant, donc vous ne pouvez pas décider vous-même des politiques que vous voulez mener. Et dernier aspect de cette souveraineté, donc souveraineté du peuple, souveraineté nationale, c'est la souveraineté individuelle. Donc la puissance publique doit garantir à chacun de pouvoir se gouverner lui-même et de pouvoir comprendre les enjeux les plus essentiels. C'est ce que vous retrouvez dans les 5 mémoires pour l'instruction publique de Condorcet, c'est-à-dire l'idée que la puissance publique doit l'éducation au peuple, justement parce que chacun doit pouvoir exercer son rôle de citoyen sans dépendre d'autrui dans son jugement. Ça ne veut pas dire que nous allons faire des spécialistes de tout, mais ça veut dire que chacun doit avoir le minimum d'éducation qui lui permet de comprendre les grands enjeux et de décider, quand des experts, par exemple, lui servent des discours contradictoires, en qui il peut avoir confiance et quels sont les grands choix politiques qu'il veut faire. La France est-elle suffisamment souveraine pour vous aujourd'hui? C'est évidemment non, et je pense que je ne suis pas la seule à le voir, à le constater. Moi, ce qui me désole, c'est que ça fait à peu près 20 ans que je suis journaliste, que j'ai la possibilité de m'exprimer et que je me fais traiter justement de souverainiste, ce qui signifierait quelque chose d'épouvantable, je ne sais pas bien quoi, mais c'est forcément épouvantable. Et donc ce mot avait disparu du vocabulaire politique jusqu'à ce qu'on le redécouvre, en fait, à l'occasion de différentes crises qui ont prouvé qu'en effet c'était catastrophique d'avoir détruit notre outil industriel, d'avoir délocalisé absolument toutes les productions essentielles, mais pour autant le mot est revenu. C'est vrai qu'on parle de souveraineté alimentaire. Il était temps, sauf qu'on ne la garantit toujours pas. On est en train de détruire l'agriculture comme on a détruit l'industrie, et on va se réveiller dans 20 ans, dans 30 ans, en constatant que nous avons bétonné les terres arables les plus productives en France, que nous avons tué l'ensemble des paysans parce que c'est une hécatombe, que nous ne pouvons plus nous nourrir, et qu'en plus nous avons laissé la Chine, l'Arabie Saoudite acheter des terres arabes pendant que nous nous en fichions. C'est ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire que là, les discours qu'on entend des politiques sur l'industrie, oui, il est nécessaire aujourd'hui, etc., la main sur le cœur, les mêmes qui ont fermé des centrales nucléaires ou arrêté le projet Astrid, et qui aujourd'hui viennent dire attention, il faut se relancer dans le nucléaire, vont nous faire la même chose dans 20 ans sur l'agriculture. La France a-t-elle les moyens d'être souveraine, sachant qu'elle est européenne,
Ce serait à l'Europe d'être souveraine aussi. Bien sûr. Mais bien sûr, si l'Europe sert à quelque chose, c'est à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc c'est une articulation entre ce que nous pouvons faire à l'échelle nationale et ce que nous devons faire à l'échelle européenne. Mais pour ça, encore faut-il convaincre nos partenaires qu'en effet, c'est nécessaire. Or, l'Union européenne a été pensée sur une logique de flux. Parce que les gens qui ont présidé à la construction européenne pendant des décennies était pétri de cette idéologie selon laquelle le doux commerce, c'était la paix, et que donc il fallait, plus on étendait les chaînes de valeur, plus on organisait la division mondiale du travail, et moins nous irions vers la guerre. On voit aujourd'hui que le monde est dans un état de tension et proche de guerres tragiques et que pour autant nous sommes désarmés dans ces potentielles guerres justement parce que nous sommes les seuls à avoir cru au doux commerce. Donc il faut aujourd'hui convaincre nos partenaires européens que l'Europe, si elle a une justification à son existence, c'est de protéger les citoyens des pays européens. Et pour les protéger, il faut penser leur avenir, c'est-à-dire l'indépendance sur le plan alimentaire, sur le plan de la défense, sur le plan énergétique, sur le plan numérique et, si possible, sur le plan monétaire, c'est-à-dire utiliser notre monnaie comme une monnaie internationale. Vous voyez, si on décline ces différents éléments de souveraineté absolument nécessaires, alors en effet, on a peut-être une chance que les pays de l'Union européenne ne se retrouvent pas totalement démunis quand les grands empires décideront tout simplement de s'essuyer les pieds sur notre figure. Vous avez évoqué la guerre, la paix, l'Europe. Je vais revenir spécifiquement sur vous. Je crois que Guerre et Paix, votre prénom vient, c'est bien ça, hein, oui, vient de l'héroïne Natacha Tolstoï. Rostov, qui était la figure principale féminine, en tout cas, de ce beau roman de Léon Tolstoï. Vos parents ont choisi ce prénom-là pour vous nommer. Et je vous propose de rentrer un peu plus dans votre intériorité avec cette deuxième partie où je vais m'éclipser et je vais vous proposer 4 mots. On va continuer à articuler, mais plutôt autour de vous, mais peut-être aussi autour d'autres idées que vous avez déjà abordées. À tout de suite. À tout de suite. Natacha Polony, j'avais commencé à souligner l'origine de votre prénom, en tout cas ce choix. On ne connaît pas trop l'origine de votre nom, vous allez peut-être nous le détailler. Ça ira peut-être aussi en résonance avec ce premier mot que je vous propose, qui est le mot identité. Et oui, le mot identité, c'est un mot extrêmement complexe. Alors, pour ce qui est de l'origine de mon nom, justement, il ne donnera pas une identité particulière puisque c'est une origine très floue et qu'elle se perd dans la mémoire familiale. Donc, je fais partie de ces Français qui ont 8 arrière-grands-parents de 8 endroits différents, ce qui donne une certaine diversité. C'est peut-être justement pour ça, parce que je ne suis pas ancrée dans une identité précise, que je suis à ce point attachée justement à cet idéal républicain qui est cette idée que malgré nos différences d'origine, nous pouvons nous rapprocher et choisir de penser ensemble l'avenir. C'est pour ça l'identité, elle doit être pensée. C'est une question essentielle, c'est une question qui, plus encore aujourd'hui, est au cœur de la crise politique que nous vivons, mais elle ne peut être pensée que comme quelque chose de fluctuant. Nous sommes chacun des strates identitaires différentes. Il y a des moments où le fait que je sois une femme est un élément important de mon identité. Il y a d'autres moments où c'est totalement annexe. Et tout ça se joue et se recompose. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde où, pour se rassurer, certains ont besoin de penser leur propre identité comme unique et figée. Ça simplifie les choses. Mais il n'y a rien finalement de plus trompeur et surtout cela fracture totalement le pays. En revanche, je crois que la question de l'identité nationale doit être abordée et elle l'a été de la pire façon qui soit. On se souvient du débat autour de l'identité nationale lancé par Nicolas Sarkozy qui voulait même organiser ça dans les préfectures, comme si c'était dans les préfectures que se jouait l'identité de la France.
Et encore une fois, ce n'est pas une identité, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est quelque chose qui est en permanence mouvant et qui se réécrit. Mais de ne pas avoir voulu affronter ça, c'est-à-dire qu'on a eu d'un côté un camp politique qui caricaturait cette question, et de l'autre, d'autres camps politiques qui voulaient effacer totalement cette idée-là. Parler d'identité, ça aurait été réactionnaire, etc. Mais cela nous revient forcément dans la figure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir se poser la question de savoir ce que nous faisons ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes français? Qu'est-ce qui fait que nous formons une nation? La nation française, c'est pas comme d'autres nations, c'est pas ethnique, c'est pas linguistique, c'est pas religieux. Donc, quelle est notre histoire commune et comment doit-on la transmettre à ceux qui arrivent, ceux qui ne sont pas porteurs par leur famille de cette mémoire-là? C'est ça toute la question de l'identité. Moi, je crois qu'il y a dans ce qui fait que nous sommes Français ensemble des choses qui ne sont pas négociables et qui ne doivent pas l'être. Et une fois qu'on a dit que, par exemple, la mixité entre hommes et femmes dans l'espace public, justement la liberté de conscience, la liberté de se déterminer sont des choses non négociables. Une fois qu'on a dit ça, eh bien en fait, quiconque, d'où qu'il vienne, quelle que soit son histoire, peut se reconnaître dans ce que nous avons à proposer au monde. Vous-même avez transmis une identité plutôt régionale à vos enfants. Je parle des prénoms. Est-ce qu'on peut les citer ou ça vous ennuie ? Écoutez, puisqu'il y a cette origine basque en tout cas, oui, clairement oui. Définie en tout cas pour votre aîné. Il y a aussi des résonances espagnoles pour, je crois, votre Benjamin, et italienne pour la cadette. Oui, parce que ce sont des prénoms qui racontent quelque chose. Ils ont tous une histoire en fait, et je pense que c'est cela qui est intéressant. Nommer, c'est donner à un enfant un début de quelque chose auquel il va pouvoir s'accrocher. C'est lui dire « nous te faisons porteur de cette dimension-là ». Alors, le prénom de mon fils aîné, c'est un prénom très classique, évidemment, que voilà, son père est basque, son grand-père était écrivain de la cause basque. Il y a donc une mémoire familiale qui s'est battue pour l'indépendance du Pays basque. Et porter le prénom du fondateur de la dynastie des rois de Navarre, et qui est aussi le vrai prénom de saint Ignace de Loyola, ça raconte quelque chose. Ma fille a un prénom, alors pour le coup, qui est d'origine italienne, et ça n'est pas ça le sujet, c'est un hommage à un endroit qui est pour moi le plus bel endroit du monde. Voilà, il y a toute une histoire autour de cet endroit. Et le petit dernier, eh bien, il porte le prénom d'un moine dominicain qui a défendu les Indiens d'Amérique à la controverse de Valladolid. Et là aussi, c'est un message que nous lui envoyons. C'est l'idée que le combat de ce moine dominicain pour dire que les Indiens d'Amérique avaient une âme, pour dire qu'on cesse de massacrer des êtres humains, c'est quelque chose qui nous a semblé avoir du sens. Voilà. Et je crois que montrer à des enfants que les choses peuvent avoir un sens, que, disons, porter une cause, c'est ce qu'il peut y avoir de plus beau dans l'existence, c'est-à-dire se dire qu'on va, comme pour reprendre les mots d'Antoine de Saint-Exupéry, échanger sa vie contre quelque chose qui la dépasse, contre quelque chose d'une plus grande dimension, c'est sans doute ce qui peut nous permettre à nous, êtres humains, de ne nous sentir pas trop mal dans ce court laps de temps qu'on appelle la vie. Pour finir sur ce mot identité, et pour rebondir aussi sur ce colloque, cette conférence, Congrès Mission, c'était le nom que je cherchais tout à l'heure à Notre-Dame-des-Champs, dans lequel vous interveniez avec Fabrice Adjage, philosophe, et le prêtre Don Paul Préau. Est-ce qu'on peut articuler aussi ce mot, cette idée d'identité entre les chrétiens, les Français? Qu'est-ce que être français et chrétien? Est-ce que le christianisme est aujourd'hui laïcisé, ou la laïcité doit-elle être christianisée? Il s'articule déjà en chacun de nous.
C'est-à-dire que ceux qui sont chrétiens le sont comme ça ne résume pas ce qu'ils sont, c'est une part de ce qu'ils sont, et ça se construit, ça entre en résonance avec le fait qu'ils soient français. Ça ne dit pas tout de ce qu'est la France, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des racines chrétiennes à notre pays, dans le sens où la France a été proclamée fille aînée de l'Église, dans le sens où nous avons dans notre histoire et dans notre patrimoine, évidemment, l'omniprésence de la chrétienté. Et c'est quelque chose qui a structuré même jusqu'au plus profond de notre pays. Nous parlions de vin tout à l'heure. Les vignobles français ont été plantés par les moines de Cluny qui ont déterminé que tel terroir était plus intéressant avec tel cépage, tel autre avec tel autre cépage. C'est un travail extraordinaire. Donc ça veut dire que même notre identité gustative de Français, elle découle du travail qu'ont fait ces moines. Pour autant, la France est aussi héritière d'Athènes et de Rome. Et cela aussi, ça détermine la façon dont nous avons ensuite produit notre propre histoire. Et je pense que la Révolution française, par exemple, est imprégnée d'histoire romaine, qu'il y a dans l'histoire grecque, dans la philosophie grecque, beaucoup de choses qui nous permettent de nous comprendre nous-mêmes. Donc tout cela est un vaste mélange, et je trouverais dommage que l'on efface une part de cette culture, de cette histoire, au profit d'une autre. Tout cela nous enrichit. Après, chacun va utiliser cela à sa manière. C'est-à-dire qu'on peut être parfaitement athée tel que je le suis et avoir conscience qu'on est de culture chrétienne, qu'on a été imprégné de concepts chrétiens. Regardez par exemple les chansons de Georges Brassens qui sont d'une beauté incroyable. Elles sont en permanence obsédés par le christianisme. Toutes les images, toutes les métaphores sont chrétiennes. Ça veut dire que bien sûr, vous trouvez cette trace-là dans tout notre univers mental. Et on ne saura jamais, je pense, ce qui, dans la laïcité à la française, par exemple, qui est très particulière, qui est quelque chose de spécifique dans le monde, ce qui découle du christianisme. Marcel Gauchet a écrit que le christianisme était la religion de la sortie de la religion. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le christianisme qu'il y a pu y avoir justement l'idée de penser le monde en dehors de la transcendance, la séparation entre le temporel et le spirituel? À vrai dire, c'est un débat sans fin. Il est évident que les valeurs portées par la philosophie des Lumières sont en partie des valeurs chrétiennes laïcisées. Et nous sommes ensuite le produit de cela. Et quand on regarde tout ce qui est mis en avant par la République à travers les modèles qu'elle se choisit, à travers sa façon d'éduquer les enfants, on voit bien qu'il y a une part de cette laïcisation des valeurs chrétiennes. Très certainement. Mais tout cela se construit de façon extrêmement complexe. Ça tombe bien que vous parliez d'éducation, puisque c'est le deuxième mot que je vous propose, éducation. Un mot que vous connaissez bien. C'est le mot le plus important, je pense. C'est-à-dire que dans la mesure où nous sommes, j'allais dire, de passage, ce qui fait notre humanité, c'est notre capacité à transmettre. Et donc, transmettre et éduquer, c'est-à-dire tout simplement relever quelqu'un, l'aider à se tenir droit, le tirer vers le haut pour qu'il puisse justement construire sa propre vie et forger sa propre liberté, il n'y a rien de plus beau et de plus essentiel. Quelle transmission pour nos enfants aujourd'hui ? C'est quelque chose qui m'obsède pour ma part. D'abord, je passe mon temps à me poser la question de savoir dans quel monde je laisse mes enfants. Je me sens responsable du monde dans lequel je les laisse. C'est sans doute le principal moteur de tout ce que je fais. Et je pense qu'il y a quelque chose
d'incompréhensible et d'effrayant à se dire que nous acceptons aujourd'hui collectivement de laisser nos enfants sous l'emprise d'écrans et donc d'entreprises privées qui colonisent leur imaginaire et qui leur dictent ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir. Que ça ne préoccupe pas les gens plus que ça me paraît absolument incroyable. Parce que, pour ma part, je me suis posé la question, quand j'ai eu envie d'avoir des enfants, je me suis posé la question de savoir pourquoi je voulais des enfants. Et je me disais que c'est justement parce que il y avait des beautés dans ce monde que je voulais transmettre. Je voulais perpétuer un certain attachement à une culture, à des valeurs. Et je pensais que faire grandir des enfants et leur donner la possibilité de s'épanouir, de se construire, tout en leur disant, voilà, moi j'estime que le monde est beau et je te dis pourquoi, il y avait quelque chose de profondément... qui avait du sens. La détérioration petit à petit du lien social, la destruction de toute forme de communauté politique vient évidemment de la façon dont nous éduquons dans les pays occidentaux. Je veux dire, quand on voit l'état des États-Unis et la violence, la haine, la bêtise, le fait que la vérité est désormais une opinion comme les autres aux États-Unis doit être relié avec le fait que 25% des Américains se disent que la Terre est plate. Enfin voilà, il y a un défaut d'éducation tragique. Mais l'éducation en France devrait-elle passer plutôt via l'école laïque et républicaine ou chrétienne, confessionnelle ? Vous savez, c'est la vieille guerre entre école publique et école privée qui se réveille régulièrement me semble absurde, et surtout le problème est très souvent mal posé. Parce que l'école de la République est le creuset qui permet de faire en sorte que chaque enfant, chaque nouvelle génération, soit l'héritière d'un passé et donc ait accès à cet héritage. C'est ça le principe, c'est que pour qu'une communauté politique puisse exister, il faut que nous ayons ce que Ernest Renan appelait un legs de souvenirs communs. Vous voyez, on rappelle toujours la définition de la nation par Renan en disant c'est un plébiscite de chaque jour. Mais il y a la deuxième partie, c'est un plébiscite de chaque jour et c'est un legs de souvenirs communs. Si on ne donne pas ces souvenirs communs, c'est-à-dire tout simplement Clovis, Charlemagne, Henri IV. Si personne n'a ce legs de souvenirs, il n'y a plus de communauté politique. C'est ça qui fait que nous formons une nation. Donc après, que certains veuillent éduquer leurs enfants dans cette dimension-là, mais avec aussi une dimension confessionnelle et religieuse, c'est prévu par la loi, c'est très bien, mais ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une tension entre école publique et école privée, c'est surtout le fait que l'école publique ne joue plus son rôle et que donc des parents veulent mettre leurs enfants dans l'école privée parce qu'ils ont l'impression que leurs enfants apprendront mieux, s'en sortiront mieux. Donc le problème ne vient pas de l'école privée, il vient de l'école publique, il vient du fait que... Pendant des décennies, on a détruit petit à petit les programmes d'éducation. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'aberration des méthodes d'apprentissage, des mathématiques, de la lecture, de la façon dont petit à petit l'école s'est privée de toute possibilité de forger des individus rationnels, de s'appuyer sur la logique, sur le goût de l'effort, sur la recherche de l'excellence.
Au contraire, pour des raisons purement idéologiques, on a petit à petit considéré qu'il ne fallait surtout pas exiger quoi que ce soit des enfants pour ne pas les traumatiser. Enfin, j'exagère à peine, mais j'ai vu des choses absolument effarantes. Et je crois que ça relève surtout d'un mépris pour les individus, parce que moi, je crois que le plus profond respect qu'on puisse donner à un enfant, c'est justement de considérer qu'il peut se dépasser, qu'il faut donc exiger beaucoup de lui parce qu'il en est capable. Ça me mène vers mon troisième mot que je vous propose, le mot ferveur. C'est le plus beau mot de la langue française. Avec le mot vergogne, j'aime les deux. Justement, racontez-nous. Vous préférez effectivement, je crois, la ferveur et la vergogne à la foi et l'espérance. La foi et l'espérance sont des vertus théologales et qui ont leur beauté absolue. Mais je pense que justement pour former une communauté d'hommes, c'est-à-dire des gens qui vont qui vont vivre ensemble, quelle que soit leur vision du monde, et sans dépendre forcément d'une transcendance, eh bien, la première des vertus, la première dimension qu'il faut mettre en œuvre, c'est la vergogne. La vergogne, c'est la traduction latine d'un mot grec qui s'appelle aidos et qui est qu'on peut traduire par la honte, la pudeur, l'honneur. C'est-à-dire, c'est l'idée que nous vivons sous le regard des autres, que nous nous devons aux autres. Donc c'est le contraire de ce qu'on entend en permanence dans les sociétés modernes. Ah non, mais il ne faut pas juger. Ben si, il faut juger, et il faut se juger soi-même comme étant responsable devant les autres. D'abord devant ceux qui nous ont précédés et qui nous suivront, ça c'est de façon verticale, et de façon horizontale devant ceux avec qui nous vivons, car nous ne sommes pas le nombril du monde et nous ne vivons pas seuls. Et ça, on en trouve la trace de l'aidos dans tous les plus beaux textes grecs. Je pourrais vous parler du mythe de Prométhée dans le Protagoras de Platon, qui raconte que Zeus, donc quand Prométhée a donné le feu aux hommes et les arts, et d'ailleurs Zeus a dit à Prométhée et Épiméthée qu'il fallait distribuer les arts et les sciences, mais pas à tous les hommes. On n'avait pas besoin que tous soient médecins, par exemple. On n'avait pas besoin que tous connaissent certaines choses. Il fallait distribuer comme ça. Mais les hommes, justement, se battaient entre eux et s'entre-déchiraient au point que les sociétés éclataient et qu'ils partaient et qu'ils retournaient vivre comme des animaux solitaires. Alors Zeus leur a donné aidos et dikè, la vergogne et la justice. Et ça, il l'a distribué de façon uniforme. C'est-à-dire la vergogne et l'idée, la justice au sens où il y a une connaissance innée chez les hommes de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, et avec la vergogne de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et la ferveur, c'est cette idée que là aussi, il faut, je citais tout à l'heure Saint-Exupéry, ce mot vient de Saint-Exupéry. Ce mot ferveur, c'est celui qui permet de se dépasser. C'est là aussi la traduction de ce mot qui vient du grec, enthousiasme, oui, le feu divin, mais de façon, on va dire, immanente. Dans Citadelle de Saint-Exupéry, qui est pour moi le plus beau livre de Saint-Exupéry, il y a cette phrase qui me reste comme un mantra: invente un empire où simplement tout soit fervent. Voilà. Si on a en soi cette ferveur, c'est-à-dire cette envie de porter une cause, de se dépasser pour cela, alors on peut apporter quelque chose aux autres. On ne vit pas que pour soi-même. La ferveur peut-elle exister sans espérance ? Alors, il y a là aussi une espérance immanente. C'est-à-dire que, pour ma part, je ne crois pas, ou en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Je ne pense pas que les choses se jouent comme ça. Je crois surtout que nous sommes composés d'atomes qui existaient déjà au moment du Big Bang et qui existeront encore très longtemps après nous, et que ces atomes se sont composés à un moment
pour former ce que nous sommes. Ils se répartiront à nouveau et nous appartenons à un cycle. Nous sommes une petite partie du cosmos. Donc ce qui va donner un sens à notre existence, c'est le fait justement que nous-mêmes essayons, pendant ce court moment où ces atomes forment ce que nous sommes, nous essayons d'agir pour les autres et de trouver un sens. Je n'ai pas besoin de me dire qu'il y aura une récompense après la mort. Je crois juste que les êtres humains, avec tout ce qu'ils peuvent avoir de part d'ombre, toute l'horreur qu'ils peuvent déployer par moment, eh bien, je crois qu'ils sont capables de progrès. Et cette foi en l'être humain, c'est ce qui va me donner une forme d'espérance. Et c'est pour cela que je vais montrer une forme de ferveur. Ça nous mène tout droit vers le dernier mot. Éternité. Vous parliez de cosmos versus Dieu. Vous parliez d'atomes, de poussière. On redeviendra poussière, de cycle. Et l'éternité dans tout cela. Eh bien justement, je ne sais pas ce qu'est l'éternité. Je pense que c'est bien au-delà de ce qu'un esprit humain peut concevoir. Évidemment que nous avons tous ce questionnement. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Pourquoi le Big Bang, si tant est que cette théorie, enfin c'est celle qui est admise aujourd'hui, si l'univers est infini, qu'est-ce que cela signifie? Nous ne pouvons pas penser ça. Vous savez, j'ai toujours en mémoire ces vers de Victor Hugo. « L'homme à l'homme est obscur. Où donc commence l'âme? Où donc finit la vie? Nous voudrions, c'est là notre incurable envie, voir par-dessus le mur. » Alors oui, nous voudrions voir par-dessus le mur. Alors il y en a qui tentent de le faire par la poésie. C'est Victor Hugo, c'est Rimbaud qui veut être voyant. C'est exactement ça dont il est question. Et puis il y en a d'autres qui essayent de faire avec. Donc l'éternité, je ne sais pas. En revanche, je sais que l'essentiel, c'est encore une fois de nous inscrire dans un cycle qui nous dépasse, dans un temps long. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés et nous allons transmettre à ceux qui nous suivront. Nous sommes une part de ce cosmos qui nous préexiste et qui existera encore beaucoup plus longtemps. Et ce que je trouve tragique, c'est de vivre dans un monde qui ne conçoit que l'immédiateté et qui efface l'éternité. La phrase de Pascal devrait être répétée à tous les enfants. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà. Et bien ça, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà. Regarder le ciel et se dire ça. C'est tout à coup prendre conscience que nous sommes minuscules. Alors certains peuvent se laisser écraser par ça et la plupart des êtres humains essayent de fuir ça. Mais si au contraire, on se dit qu'il faut admettre justement ce sublime totalement effrayant, il faut transformer cela en une forme d'énergie, en une forme de volonté d'action. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire face à ça que d'essayer d'améliorer un tout petit peu la condition de ses contemporains, essayer de regarder un peu la beauté de ce monde et de la préserver. Voilà, c'est tout ça qui va éviter que nous soyons écrasés par le silence éternel des espaces infinis. Par l'effroi, finalement. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on trouve chez Kant, cette idée que le sublime provoque l'effroi. Il y a deux choses qui sont infinies, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi.
C'était écrasant, immense, terrifiant. Et en même temps, c'est cela qui va nous permettre tout simplement d'agir, d'avoir la force d'agir. Vous savez, il y a un des passages que je préfère dans l'un des plus beaux livres de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. C'est un passage où il dit qui n'est que courageux n'a qu'une vertu, qui n'est que brave n'a qu'un tempérament, l'obstiné dans le vrai a la grandeur. Le dédain des objections raisonnables enfante cette sublime victoire vaincue qu'on nomme le martyre. Voilà, et bien cette idée de l'obstination dans le vrai, voilà, ça je pense que c'est le plus beau moteur qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, je sais que moi, très souvent, je me dis qu'il y a des choix que j'ai faits, des décisions que j'ai prises, qui m'ont attiré des ennuis, qui ont été difficiles, et en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que j'ai cette espèce d'obstination à faire ce que je crois devoir faire. C'est pas que je veuille, c'est pas du courage, c'est que je ne sais pas faire autrement que ça. Je fais ce que je crois vrai, je dis ce que je crois vrai et je continue là-dessus. Ben voilà, obstiné dans le vrai. Obstiné dans le vrai, est-ce que vous avez des remords ou des regrets? Ben les deux, toujours. Vous en avez. Là aussi, je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une société qui essaye d'effacer les remords, les regrets, la honte. Bien entendu qu'on passe son temps à revenir sur le passé, à se demander si on a bien fait. Moi, je crois profondément, que la culpabilité est un sentiment très, très chrétien. C'est en ça que j'ai beau être athée, je suis une héritière d'une culture chrétienne. Oui, je fonctionne profondément à la culpabilité, mais heureusement, c'est parce qu'on se sent coupable qu'on essaye d'améliorer les choses. Vous savez, ce qui m'effraie le plus au monde, en fait, de tous les sentiments humains, c'est la bonne conscience. Je trouve ça épouvantable, la bonne conscience. C'est-à-dire que la bonne conscience, ça donne le droit de tout faire. On s'autorise, en fait, quand on a bonne conscience. Et il n'y a plus aucune limite. Et toutes les guerres sont faites par des gens qui ont bonne conscience, qui sont convaincus qu'eux ont raison et que ça leur donne le droit d'écraser les autres. Donc je crois que la culpabilité, c'est quelque chose de très sain quand elle n'enferme pas, quand elle ne ronge pas, mais quand elle permet de se retourner sur ce qu'on a fait, de douter. Ça, c'est essentiel. De quoi avez-vous le plus peur, finalement? De ce silence éternel des espaces infinis? Oui, et de la bonne conscience des hommes. Et de la bonne conscience des hommes? Oui. Oui, et que tout ça vienne détruire le monde, parce que je crois que nous sommes dans un moment où le risque existentiel pour l'humanité, ou en tout cas le risque de se voir se réveiller des forces absolument terrifiantes, est là. Et que ça a été... Beaucoup, en Europe notamment, ont vécu dans le déni pendant des décennies, en se faisant croire que nous allions vers la paix éternelle. Et ils n'ont pas voulu voir le réveil des empires, des forces de guerre. Et je suis là aussi effarée de voir aujourd'hui, même en France, des gens qui appellent à la guerre, qui sont des va-t-en-guerre. Là aussi, je pense qu'il faut une absence totale d'empathie, de capacité à se projeter dans les autres, pour, depuis un plateau de télévision, expliquer que la guerre est formidable, que c'est la seule solution, qu'il faut y aller. Moi, j'ai trop lu Maurice Genevoix, j'ai trop lu ce genre de livres pour pouvoir dire qu'à un moment donné, on devrait appeler à la guerre. Je crois que c'était Albert Camus qui disait celui qui appelle à la guerre. Enfin, on ne devrait pas appeler à tuer un homme sans être capable de le faire soi-même. Voilà. Donc je pense qu'il faut un tout petit peu de conscience de ce qui est en train de se passer. Merci Natacha Polony. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci. À tout de suite. Natacha Polony, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cet entretien à distance?
C'est extrêmement intéressant de voir en fait que quand on ne croise pas le regard de l'autre, on entre forcément dans une forme d'introspection qui fait que même si il y a la caméra, même si j'entends votre voix, finalement l'esprit chemine différemment. C'est une expérience. La lumière intérieure. Exactement. Vous allez chercher vos lumières intérieures. Des lumières parfois un peu sombres. Vous avez une vision un peu sombre pour l'avenir, pour l'humanité. Oui, mais parce que, il me semble, c'est parce que je sais justement que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des horreurs. Vous savez, je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qu'il faudrait faire davantage avec les jeunes, c'est leur rappeler que nous avons la chance de vivre dans un îlot de prospérité, à peu près de bonheur. Vous imaginez, moi je m'imagine souvent comme ça, ce qu'était la condition des êtres humains. Imaginez ce que c'était de vivre au Xe siècle, avec les incursions vikings, ce qu'a été la vie des êtres humains pendant des siècles, mais c'était épouvantable. Épouvantable. Donc il faut en avoir conscience parce que c'est fragile en fait. Oui. Le mal, la souffrance peuvent revenir en permanence. Et elle est à nos portes, vous parlez beaucoup de la guerre, vous citez aussi Pascal. En revanche, quand je l'ai dit, vous n'avez pas adopté le pari pascalien, ça soulage l'âme, le pari pascalien. Faire ce choix de croire, d'espérance. Alors, je vais vous dire, j'en ai pas forcément besoin, parce que moi, mon bonheur, c'est de savoir que, justement, d'abord que j'essaye de faire de mon mieux. J'essaye d'être un tout petit peu utile. Je ne sais pas si je l'aurais été beaucoup, mais au moins j'aurais essayé de l'être un peu. Et à côté de ça, j'ai le sens du bonheur et des plaisirs. C'est-à-dire que je crois que la flagellation, ce n'est pas du tout mon truc. L'idée qu'on va se fouetter, etc., parce que ça n'apporte rien à personne. Je crois au contraire que c'est quand on aime les plaisirs de la vie qu'on a envie de donner du bonheur aux autres. Donc, partager un repas, je vous citais tout à l'heure Jacques Puiset, qui était ce philosophe du goût, on passait des heures pour un repas, il utilisait les légumes de son jardin, on testait un vin, deux vins, pour voir lequel se mariait le mieux avec le plat, et ça devenait une symphonie, c'était une pièce de théâtre, et il y avait chez lui quelque chose de très chrétien, donc c'était une forme d'action de grâce pour lui, c'était le célébrer aussi la beauté de la création. Il faut savoir jouir des petits bonheurs et du goût, ça tombe bien, la boucle est bouclée, puisqu'on en parlait en début d'entretien. Très rapidement, avant de conclure, parmi les 4 mots que je vous ai proposés, celui qui vous a le plus touché, animé, je les rappelle, identité, éducation, ferveur, éternité. Ça reste la ferveur, parce que je crois que nous manquons de ferveur. Et c'est un très beau mot et il sonne bien. Il sonne bien, ferveur. C'est très doux. C'est à la fois doux et agréable et enveloppant, la ferveur. On reste là-dessus. Merci beaucoup, Natacha Polony. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez voir le replay de l'émission, comme on dit en bon français, sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.